On cherche le bonheur dans les grandes choses. Un voyage, une promotion, un changement radical, un moment exceptionnel. Mais le bonheur ne vit pas là-bas. Il n'attend pas une circonstance parfaite. Il n'attend pas que tu aies tout résolu. Le bonheur s'entraîne, comme un muscle qu'on développe doucement, comme une attention qu'on affine avec le temps, comme un regard qu'on apprend à poser différemment sur les mêmes instants ordinaires. Et voici ce que personne ne te dit clairement. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin d'une retraite de 10 jours. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait. Il suffit de commencer par un geste. Un seul. Répéter. Le Bouddha ne disait pas « Attends que tout aille bien pour être en paix ». Il disait « Entraîne ton esprit à voir ce qui est déjà là ». Et c'est précisément ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Je suis Jordi, et ici, sur le silence du Bouddha, nous explorons ensemble ce que signifie vivre avec plus de conscience, de douceur et de présence. Aujourd'hui, je vais te partager 8 petites habitudes concrètes que tu peux commencer dès demain matin. Pas des théories abstraites, pas des idéaux réservés aux moines. Des gestes simples, ancrés dans une sagesse millénaire, accessibles à chacun d'entre nous, dans la vie quotidienne telle qu'elle est. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que parfois, une seule habitude suffit à changer le ton de toute une journée. Commençons. Laisse-moi te poser une question simple. Qu'est-ce que tu fais dans les premières minutes après ton réveil? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est honnête. On attrape le téléphone, on vérifie les messages, on consulte les nouvelles. On commence à répondre avant même d'avoir vraiment commencé la journée. Et sans s'en rendre compte, on entre dans la journée en mode réactif, déjà sollicité, déjà dispersé, déjà en dette envers le monde extérieur. Il existe un geste différent, simple à faire, impossible à acheter. Et pourtant, presque personne ne le pratique. Sortir dehors, ou simplement ouvrir une fenêtre, et laisser la lumière naturelle du matin toucher son visage. 2 minutes. C'est tout. Dans les monastères bouddhistes d'Asie du Sud-Est, l'aube est considérée comme le moment le plus précieux de la journée. Les moines se lèvent bien avant le soleil. Ils méditent dans l'obscurité totale, dans ce silence qui précède le monde. Et lorsque la lumière commence à apparaître à l'horizon, ce n'est pas seulement un phénomène naturel qu'ils accueillent. C'est une invitation. Une invitation à recommencer, à être présent avant d'être utile, à recevoir avant de donner. La lumière du matin dit quelque chose au corps que les mots ne peuvent pas dire. Elle dit « Un nouveau jour commence. Tu es vivant. Tu peux choisir comment tu veux l'habiter. » Et cette information, reçue consciemment, change quelque chose de subtil mais de réel dans la façon dont on traverse les heures qui suivent. La pratique. Demain matin, avant de toucher ton téléphone, avant de faire quoi que ce soit, sors dehors ou ouvre ta fenêtre en grand. Lève les yeux vers le ciel. 2 minutes. Si tu peux, respire lentement pendant ce temps. Si une pensée arrive, laisse-la passer et reviens à la lumière sur ta peau. Tu ne cherches pas une expérience mystique. Tu poses simplement un premier ancrage dans le moment présent, avant que le bruit de la journée ne commence. C'est un geste discret, mais répété chaque matin, il change le point de départ de toute la journée. Il y a quelque chose que nous faisons tous sans nous en rendre compte. Nous accumulons des objets, des papiers, des affaires posées là pour l'instant, des choses qui traînent depuis des semaines et auxquelles on ne pense plus. Et pourtant,
elles sont là, dans notre champ de vision, dans notre espace de vie, dans notre espace de travail. Et elles parlent, pas avec des mots, mais elles parlent quand même. Chaque objet déplacé murmure. « Tu aurais dû ranger ça. » Chaque pile de papier dit silencieusement « Il y a encore des choses non résolues. » Chaque tiroir qui déborde rappelle que quelque chose est en attente. Ce n'est pas une exagération. C'est ce que les environnements encombrés font à l'esprit. Ils maintiennent une forme d'alerte permanente, une tension de fond, légère, invisible, mais constante. Le bouddhisme zen a développé depuis des siècles une réponse très concrète à cela. Cette réponse s'appelle Ma, Jian en japonais, l'espace vide, l'intervalle, le silence entre les objets. Dans l'architecture zen, dans la cérémonie du thé, dans la calligraphie, dans les jardins de pierre, le vide n'est pas une absence, c'est une présence active. C'est l'espace qui permet à tout le reste d'exister. C'est le silence qui donne son sens au son. C'est le blanc qui rend le trait visible. Et dans notre espace de vie quotidien, créer consciemment un coin vide, même petit, même un seul coin, change quelque chose de mesurable dans notre niveau d'agitation intérieure. Parce que les yeux se reposent. Et quand les yeux se reposent, l'esprit suit. La pratique. Choisis un seul endroit dans ton environnement. Un bureau, une table de chevet, le plan de travail de ta cuisine, un rebord de fenêtre. Dégage-le entièrement. Enlève tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Laisse la surface nue. Et pendant quelques jours, observe ce qui se passe quand ton regard s'y pose. Tu n'as pas besoin de tout ranger d'un coup. Tu n'as pas besoin de devenir minimaliste. Il suffit d'un espace. Un seul. Propre. Vide. Qui te rappelle plusieurs fois par jour qu'il est possible de simplifier. Que tout n'a pas besoin d'être rempli. Voici quelque chose d'étrange. Nous respirons environ 25 000 fois par jour. 21 000 fois. Et combien de ces respirations sont vraiment conscientes? Peut-être 5. Peut-être moins. Le reste du temps, le souffle fait son travail seul pendant que nous sommes ailleurs. Dans nos pensées, dans nos écrans, dans nos inquiétudes. Et pourtant, la respiration est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour changer notre état intérieur en quelques secondes. Non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est le pont entre le corps et l'esprit, entre l'automatique et le conscient, entre la réaction et le choix. Quand le stress monte, quand une conversation difficile commence, quand on se sent débordé ou irrité, le souffle change. Il devient court, il remonte dans la poitrine, il s'accélère. Et ce changement physique envoie un signal à tout l'être. Danger, alerte, réagis. Mais si on intervient à ce moment-là, juste à ce moment-là, et qu'on allonge délibérément l'expiration, quelque chose se détend. Ce n'est pas de la volonté, c'est de la physiologie. Le corps comprend qu'il peut se détendre, et l'esprit, qui suivait le corps dans sa tension, retrouve un espace pour penser clairement. Le Bouddha appelait cette pratique anapanasati, à être pleinement conscient de sa respiration. Il en faisait le fondement de toute méditation, non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est toujours disponible, dans une salle de réunion tendue, dans une file d'attente, juste avant une conversation importante, juste après une mauvaise nouvelle. Elle est là, elle attend, elle n'a jamais quitté. La pratique, 5 moments dans la journée, pas plus.
avant de commencer une réunion, avant de manger, quand tu sens la tension monter, quand tu changes d'activité, avant de t'endormir. Dans chacun de ces moments, prends 5 respirations conscientes. Inspire sur 4 temps. Expire sur 6. L'expiration plus longue. Toujours. Ne cherche pas à vider ton esprit. Cherche simplement à sentir le souffle. C'est tout. Et avec le temps, tu remarqueras que l'espace entre ce qui arrive et ce que tu décides de faire commence à exister vraiment. Cet espace, c'est ta liberté. Il y a une forme de fatigue que le repos allongé ne guérit pas. Ce n'est pas la fatigue des muscles, c'est la fatigue de l'esprit qui a trop tourné. Trop de décisions, trop d'informations absorbées, trop d'écrans, trop de sollicitations, et dans cet état, s'allonger sur un canapé avec le téléphone ou regarder une série ne repose pas vraiment. Cela suspend, mais ne libère pas. Ce qui libère vraiment, c'est le mouvement. Pas intense, pas sportif, pas performatif, juste marcher. Dans la tradition zen, entre les longues sessions de méditation assise, les moines pratiquent ce qu'on appelle kin-in, la marche méditative. Ils marchent en cercle dans la salle. Lentement, chaque pas placé avec une attention totale. Les mains devant le ventre, le regard légèrement baissé, la respiration détendue. Ce n'est pas une pause dans la pratique. C'est la pratique qui continue autrement. Et dans notre vie quotidienne, une marche de 10 minutes sans objectif, sans téléphone, sans écouteurs, peut faire quelque chose de remarquable. Elle remet les choses à leur place. Les pensées qui semblaient urgentes deviennent moins lourdes. Le problème qui paraissait insurmontable trouve parfois une issue simple pendant qu'on marche. Pas parce que la marche pense à notre place, mais parce qu'elle donne à l'esprit l'espace dont il avait besoin pour s'organiser seul. La pratique. Une fois par jour, sortir, marcher 10 minutes. Sans destination, sans musique, sans podcast. Marcher pour marcher. Et pendant cette marche, portez l'attention sur 3 choses simples. Le contact des pieds avec le sol. La sensation de l'air sur le visage et les mains. Ce que tu vois autour de toi en ce moment précis. Pas ce que tu devras faire après. Pas ce qui s'est passé avant. Juste ce qui est là. C'est une pratique simple. Presque trop simple pour qu'on lui fasse confiance. Et pourtant, ceux qui la pratiquent régulièrement témoignent tous de la même chose. Quelque chose se remet à l'endroit. À la fin de ta journée, qu'est-ce que tu gardes? Si tu t'observes honnêtement, tu verras que l'esprit retient surtout ce qui a mal tourné. La conversation difficile, la tâche inachevée, le moment où tu n'as pas été à la hauteur, l'inquiétude qui n'a pas trouvé de réponse. Ce n'est pas du pessimisme. C'est un mécanisme très ancien. L'esprit humain est câblé pour surveiller les menaces. Il enregistre le négatif plus profondément, plus durablement, avec plus de détails. C'était utile quand la survie dépendait de repérer le prédateur dans l'ombre. Aujourd'hui, ce mécanisme s'applique aux emails en retard, aux regards mal interprétés, aux mots qu'on regrette. Et le résultat, c'est qu'on termine la journée avec l'impression que rien n'a vraiment bien marché. Même quand ce n'est pas vrai, le bouddhisme offre une réponse à cette distorsion. Elle porte le nom de mudita, la joie appréciative. Ce n'est pas l'euphorie, ce n'est pas la gratitude forcée. C'est quelque chose de plus discret et de plus profond. La capacité à reconnaître ce qui est bien dans l'ordinaire. Avoir la qualité d'un moment simple.
à laisser le beau exister sans immédiatement le relativiser. Et comme toute qualité de conscience, elle se développe avec la pratique, pas en se forçant à être positif, mais en entraînant l'attention à regarder aussi ce qui s'est bien passé. La pratique. Chaque soir, avant de dormir, pose-toi une seule question. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Pas quelque chose d'exceptionnel, pas une performance, une conversation qui t'a apporté quelque chose, un moment de calme inattendu, une tâche terminée dont tu es fier, un instant de présence vraie, une beauté simple que tu as remarquée. Trouve une seule chose. Reste avec elle quelques instants. Laisse-la exister pleinement dans ta conscience. Avec le temps, tu remarqueras que ton regard commence à changer pendant la journée. Pas seulement le soir. Tu commences à noter les bons moments au fur et à mesure, à les garder, à les savourer un peu avant de passer à la suite. Et progressivement, le bonheur cesse d'être une destination. Il devient une façon de voir. Il y a une fatigue très particulière que beaucoup de gens connaissent sans pouvoir vraiment la nommer. C'est la fatigue de quelqu'un qui a tout donné dans sa journée et qui arrive le soir avec le sentiment d'avoir à peine avancé. Une journée pleine. Une liste qui n'en finit pas. Et pourtant, cette sensation creuse d'insuffisance. Comme si tout ce qui a été fait ne comptait pas vraiment. Cette distorsion a un nom dans le monde contemporain, l'amnésie de la productivité. L'esprit oublie rapidement ce qui est accompli, il ne retient que ce qui reste. Il fixe l'inachevé, ignore le réalisé et crée une impression de retard permanent. Dans la tradition bouddhiste, il y a une compréhension très différente de l'action. Chaque geste, fait avec pleine conscience, a une valeur complète en lui-même. Pas en fonction de ce qu'il produit, pas en fonction de ce qui suit, en lui-même. Balayer le sol du monastère est une pratique. Préparer le repas est une pratique. Répondre à une demande difficile est une pratique. Écouter quelqu'un vraiment est une pratique. Et reconnaître ce qu'on a accompli n'est pas de la vanité. C'est de la lucidité. C'est voir la réalité telle qu'elle est. Une journée faite de dizaines de gestes, de décisions, d'efforts petits et grands, souvent invisibles, souvent oubliés. La pratique. À mi-journée ou en fin de journée, pause de 2 minutes. Identifie 3 choses que tu as accomplies. Pas les grandes, les petites. Et pour chacune, prends le temps de la reconnaître vraiment. Non pas d'une case cochée sur une liste, mais d'un geste intérieur de reconnaissance. J'ai fait cela. C'était là à faire. Je l'ai fait. C'est tout. Mais ce geste répété entraîne l'esprit à s'ancrer dans ce qui est réel plutôt que dans ce qui manque. Et à partir de là, le sentiment de suffisance commence à exister. Pas l'orgueil, la suffisance tranquille de quelqu'un qui sait ce qu'il a donné aujourd'hui. Nous vivons dans une culture qui a oublié ce que signifie se reposer. Nous pensons que le repos, c'est l'absence d'effort physique. Alors nous nous allongeons sur le canapé. Nous prenons notre téléphone. Nous scrollons. Nous regardons. Nous consommons. Et au bout d'1 heure, nous nous levons plus fatigués qu'avant. Parce que l'esprit, lui, n'a pas arrêté. Il a absorbé des dizaines d'images, des centaines de mots, des nouvelles, des opinions, des vies qui défilent. Ce n'est pas du repos. C'est une digestion permanente de stimuli. Le bouddhisme fait une distinction que notre monde moderne a perdue. La distinction entre le repos et la distraction.
La distraction suspend l'inconfort temporairement. Le repos le libère vraiment. Et le repos véritable a une condition, la présence à soi-même. Être là, sans chercher ailleurs. Sans chercher à être amusé. Sans chercher à être informé. Sans chercher quoi que ce soit. Juste être. Ce que le bouddhisme appelle sati, la pleine présence, n'est pas réservée au coussin de méditation. Elle peut exister dans une pause de 2 minutes au milieu d'une journée chargée, assis sur une chaise, debout près d'une fenêtre, dans le couloir entre 2 réunions. 2 minutes où l'on ne fait rien d'autre qu'être là. La pratique. 2 ou 3 fois par jour, pose ton téléphone. Ferme ton ordinateur. Éloigne-toi des écrans. Et reste là, les yeux ouverts ou fermés. Pas de programme, pas d'objectif. Remarque simplement les sons autour de toi, le contact du siège sous toi, le poids de ton corps, le rythme de ta respiration. 2 minutes. Si l'esprit s'agite et cherche quelque chose à faire, observe cette agitation sans la satisfaire. Elle finira par se calmer. Et dans ce calme retrouvé, même bref, quelque chose se recharge qu'aucun écran ne peut recharger. Le bonheur est souvent décrit comme quelque chose de solitaire, un état intérieur, une paix personnelle, un équilibre qu'on atteint seul. Mais le bouddhisme n'a jamais séparé la paix intérieure de la qualité de notre relation aux autres. L'un nourrit l'autre. L'un est inséparable de l'autre. Il y a dans l'octuple sentier, le chemin que le Bouddha a tracé, une branche souvent négligée. Samavaka, la parole juste. Parler avec intention. Parler avec vérité. Parler avec bienveillance. Non pas par politesse sociale, non pas pour être apprécié, mais parce que chaque parole crée ou détruit quelque chose. Dans une relation, dans une ambiance, dans l'esprit de celui qui la reçoit et dans l'esprit de celui qui la donne. Parce que lorsque nous exprimons quelque chose de vrai et de positif à quelqu'un, nous ne faisons pas que lui offrir un mot. Nous entraînons notre propre esprit à chercher ce qui mérite d'être nommé, ce qui mérite d'être vu, ce qui mérite d'être reconnu. Et cet entraînement, fait régulièrement, change profondément la façon dont on perçoit les gens et les situations. On commence à chercher ce qui est bien avant de chercher ce qui ne va pas. On remarque l'effort avant l'erreur. On voit la personne avant le problème. Ce n'est pas de la naïveté. C'est un choix de perception, un entraînement actif, une habitude de bienveillance qui se construit une phrase à la fois. La pratique, 1 fois par jour, adresse une parole vraie et positive à quelqu'un. Pas un compliment générique. Pas une formule. Quelque chose de spécifique et de sincère. J'ai remarqué comment tu as géré cette situation. Ça m'a impressionné. Ce que tu as dit tout à l'heure m'a aidé. Merci. Ta présence aujourd'hui a changé quelque chose pour moi. Une phrase, concrète, vraie, et observe l'espace qui se crée, dans la relation, dans l'ambiance autour de toi, et en toi-même. Parce que la bienveillance offerte ne disparaît jamais entièrement. Elle revient toujours, d'une façon ou d'une autre, à celui qui l'a donnée. Voilà les 8 habitudes. Pas une révolution, pas un programme à suivre à la lettre, pas une obligation de tout faire à la fois. Juste 8 gestes. Aucune de ces habitudes n'est spectaculaire. Aucune ne change la vie du jour au lendemain. Mais ensemble, répétées avec régularité, elles font quelque chose de discret et de profond. Elles déplacent ton centre de gravité.
Tu passes de la réaction à la présence, de l'automatique au conscient, de la recherche permanente de ce qui manque à la reconnaissance de ce qui est déjà là. Et ce déplacement, invisible de l'extérieur, est peut-être le plus grand changement qu'un être humain puisse opérer dans sa vie. Le Bouddha n'a pas promis un chemin sans obstacles. Il a promis un chemin praticable. Et ce chemin ne commence pas demain. Il ne commence pas quand tu seras prêt. Il commence ici, maintenant, avec ce que tu as, avec ce que tu es. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir choisi la présence plutôt que la distraction. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque geste de présence peut inspirer autour de toi. Et surtout, sois doux avec toi-même sur ce chemin. Il n'y a pas de performance à accomplir. Il y a seulement une direction à choisir. Encore et encore. Namasté.